Bonjour, bienvenue à tous. C'est le fun de voir qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus pour ce dossier assez d'actualité, assez chaud, assez important en foresterie actuellement. Premièrement, je me présente. Je m'appelle David Voyer. Je suis postdoctorant sous la direction de Alexis Hachem, qui lui est professeur titulaire et également directeur scientifique à la Forêt Montmorency. Il s'excuse d'ailleurs de ne pas être là aujourd'hui. Il avait un empêchement majeur. C'est donc moi qui le remplace. Je suis ici aujourd'hui pour agir à titre d'animateur et vous présenter notre conférencier de cette dernière édition de 2025. Donc, ça va très vite, on est déjà rendu à la dernière édition. Notre conférencier d'aujourd'hui est Monsieur Jérôme Simon-Morin, professeur agrégé à l'Université Laval. Il est biologiste de formation, mais également ingénieur forestier. Et ses recherches portent sur un large éventail de sujets, de thèmes, que ce soit la durabilité des services écologiques, la multifonctionnalité des paysages, la planification de la conservation et de la restauration. Il s'intéresse aussi particulièrement à la prise de décision en aménagement du territoire et à la résolution des conflits d'usage dans une perspective visant à concilier le maintien des valeurs socio-écologiques et le développement économique. Donc, vous voyez qu'on se rapproche un peu plus de notre sujet d'aujourd'hui, parce que justement, le caribou forestier, c'est un grand dossier où est-ce qu'on essaie de conjuguer des impératifs économiques, l'exploitation des ressources naturelles, dans ce cas-ci, la foresterie, mais également la protection de la biodiversité, dans ce cas-là, le caribou forestier. Pour discuter plus en détail de cette conciliation-là à faire, puis de l'enjeu du caribou forestier, notre présentateur Jérôme va nous présenter une présentation intitulée Compromis et acceptabilité, repenser la conservation du caribou forestier. J'en dis pas plus, j'ai oublié de mentionner au tout début que les conférences sur Toine Bush sont au sujet de la forêt Montmorency. Donc, on parle de la recherche qui se fait à la forêt Montmorency, puis c'est ça, de mettre la forêt Montmorency comme étant le sujet central. Il va y avoir une période de questions suite à la présentation de Jérôme. Période de questions, est-ce que vous pouvez soit passer par le chat, soit lever votre main dans l'onglet, je pense que c'est React en anglais, si vous avez Zoom en anglais, c'est non réaction. Vous levez votre main, on va libérer unmuter votre micro, vous allez pouvoir poser votre question de vive voix. Et cette présentation-là également est enregistrée. Donc, je ne parle pas plus, je laisse maintenant la parole à notre présentateur. Jérôme, c'est à toi. David, merci pour l'introduction. Merci à tous de, peut-être pas vous être déplacés, mais de vous être connectés pour venir m'écouter aujourd'hui. Euh, je veux juste rectifier un petit peu les choses. Les projets que je vais présenter aujourd'hui touchent plus ou moins la forêt Montmorency. On pourrait disons, on pourrait les réaliser, on pourrait les appliquer peut-être au contexte de la forêt Montmorency, mais malheureusement, je n'ai pas mené ces études-là en lien avec la forêt Montmorency. Avant d'aller plus loin, je veux aussi donner du crédit à des étudiants, des collègues qui ont participé aux résultats que je veux présenter. Vous voyez leurs noms ici, Pierre-Alexandre Labranche, Daniel Fortin, Monique Poulain et Yann Boulanger. Ils ont tous contribué aux deux projets que je vais présenter dans le cadre de la présentation. Oups, excusez-moi, ça ne change pas de slide. Pourquoi? Voilà. D'entrée de jeu, faut que je mentionne, on m'a demandé de parler du caribou. Moi, dans mes recherches, j'utilise le caribou comme modèle un peu dans deux volets. Un volet acceptabilité sociale, un volet compromis spatial, planification de la conservation. J'ai pas été capable de choisir lequel je voulais présenter. J'ai choisi de présenter les deux. Donc, on n'entrera pas dans les gros détails, mais on va parler de deux études qui touchent ces deux volets-là. Donc, vous allez voir plus tard dans la présentation, les deux volets vont être séparés. On va spécifiquement parler des deux volets un petit peu plus tard. Et ici, je voulais remercier Louis Bélanger pour m'avoir légué cette photo de manifestation dans ses notes de cours qu'il utilisait avant. Pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde un peu ait les mêmes informations de base. Parlons un peu d'informations contextuelles. Le caribou forestier, c'est une espèce qui est vulnérable au Québec, donc on a une obligation légale de protection de l'habitat et du rétablissement de ces populations. Bon, selon les différentes sources, 10 des 12 populations les plus méridionales au Québec sont sous le seuil d'autosuffisance. Donc, grosso modo, le caribou, dans l'aire de répartition d'une population, on doit avoir un taux de perturbation de 35% maximum si on veut que les populations aient 60% des chances d'autosuffisance. Donc, rétablir les populations, ça implique une baisse du taux de perturbation. Plusieurs façons de le faire. Ça peut aller par de la protection, évidemment, par baisser le taux de perturbation industrielle, comme par exemple baisser le taux de récolte, ou des activités de restauration passive ou active, par exemple la fermeture de chemin. Caribou forestier, c'est un emblème de nos forêts boréales. C'est aussi un emblème du conflit qu'on a entre la conservation de la biodiversité et puis
l'exploitation des ressources naturelles. Dans le cas du caribou, ben, il est plus spécifiquement en conflit avec l'industrie forestière parce que les deux recherchent le même type de forêt, un pour l'habiter, l'autre pour la récolter. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit conflit là et que vous allez voir dans les deux études que je veux vous présenter aujourd'hui, ben, moi, ce que j'essaie de trouver, c'est des solutions pour atténuer donc, en fond, pour maximiser l'acceptabilité sociale, atténuer les préoccupations, puis des solutions aussi pour réaliser une planification sur le territoire de la conservation qui permettrait de satisfaire les deux, le caribou et l'industrie forestière aussi. Donc, au Québec, on est chanceux. Le caribou est médiatisé quand même énormément, contrairement à d'autres provinces ou d'autres places, d'autres endroits. Euh, il est très médiatisé, mais souvent, je vous ai mis ici des exemples typiques de titres de journaux dans les journaux qu'on observe. Donc, on parle, ben, je vais les lire un petit peu, là, survie économique des villages menacés, perte d'emploi, perte d'activité économique, perte importante d'économie. Donc, c'est un cadrage qui est plutôt négatif. Souvent, le caribou est souvent associé donc à des impacts, à des aspects négatifs. C'est un enjeu qui est cadré négativement souvent dans les médias. Faut pas s'attendre, donc, ben, en fait, on pourrait s'attendre à ce que les gens voient le caribou comme étant négatif, donc l'acceptabilité sociale de sa conservation soit pas très élevée. Ceci étant dit, en 2023, mon collègue Daniel Fortin et moi, on a publié une première étude sur l'opinion publique des Québécois par rapport à la conservation du caribou forestier. Ce qu'on a observé, c'est que 80%, plus de 80% des Québécois sont en faveur du rétablissement du caribou et que les pertes d'emplois en foresterie sont acceptables si elles sont associées à des mesures de conservation efficaces. Donc, si on a des résultats sur le terrain, si on progresse vraiment vers le recouvrement de l'espèce. Cependant, on avait un petit échantillon de répondants qui provenaient des régions où le caribou est présent, et lorsqu'on regardait leur façon de répondre au sondage, ben, eux, ils semblaient moins préoccupés par le caribou, puis plus favorables à l'industrie forestière. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre sondage à ce moment-là était représentatif de la population du Québec dans son entier. Donc, 80% environ des Québécois n'habitent pas en région avec caribou, où on retrouve du caribou, et 60% ou presque des habitants du Québec vivent dans les grandes régions métropolitaines de Québec et de Montréal. Ce qui fait que notre échantillon reflétait cette distribution-là. On le sait très bien par la littérature que les habitants des grandes villes ont souvent tendance à supporter la conservation d'une manière beaucoup plus élevée que les habitants, par exemple, des régions rurales. Donc, on avait de la misère ici à vraiment cerner l'opinion des gens en région avec caribou. Donc, si on veut adapter des stratégies de conservation en prenant l'acceptabilité sociale comme levier, ben, c'est important de comprendre le système socio-écologique qui drive ou qui va influencer cette acceptabilité sociale. Donc, ça nous amène en quelque sorte à les objectifs des projets que je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, pour le volet 1 sur l'acceptabilité sociale, notre objectif, c'était de mener un nouveau sondage pour aller valider ou en fait examiner le niveau de support pour la conservation dans les régions spécifiquement où le caribou est présent et de le comparer avec les régions où le caribou n'est pas présent. Ensuite, on voulait voir aussi un deuxième objectif, si les impacts appréhendés sur le gagne-pain des gens, sur leurs moyens de subsistance, allaient influencer leur façon de répondre également. Pour ça, on a demandé aux gens spécifiquement dans notre questionnaire, est-ce que vous avez des liens directs ou familiaux avec la foresterie, l'industrie des mines ou l'industrie récréo-touristique? Donc, on pouvait associer là, s'ils avaient un lien familial ou directement, là, ils étaient employés par cette industrie-là. Et ça m'amène au volet 2 qu'on va parler dans la présentation. Mais donc, on le sait, il y a un conflit spatial entre la foresterie et la conservation du caribou. Les deux cherchent le même type de forêt, le même habitat en quelque sorte. Donc, notre objectif, là, c'était de développer une approche d'identification d'aires protégées adaptée pour le caribou qui irait minimiser les impacts sur la foresterie et aussi de mesurer l'espace de compromis dans le territoire de deux arbres. L'espace de compromis, c'est la marge de manœuvre qu'on a pour atténuer les impacts de la conservation sur les parties prenantes qui sont impactées. Donc, dans ce cas-ci, la foresterie. Donc, maintenant, on va focuser pour les prochaines diapos spécifiquement sur le volet 1, donc l'aspect sondage acceptabilité sociale. Donc, on a élaboré un second sondage par rapport à l'étude de 2023. On a établi un questionnaire de 15 questions qui a été administré par une firme de sondage via son panel de répondants.
Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'avoir un échantillon représentatif des régions avec caribou et un échantillon représentatif des régions sans caribou. Donc, on a 665 répondants qui sont répartis à travers les régions où on retrouve du caribou. Et on a 733 répondants dans les régions où on ne retrouve pas de population de caribou, ce qui donne un total de 1398 répondants de notre enquête. Il faut que je mentionne qu'il n'y a aucun des 1398 répondants qui provient des grandes régions de Québec et Montréal, là, des régions de recensement de Québec et de Montréal, parce que l'idée, c'était d'avoir des répondants qui sont surtout situés en milieux ruraux, donc qui vont en général vivre le même un petit peu mode de vie ou avoir les mêmes impacts dans leur quotidien. Et qu'on sait qu'en région fortement urbaine, les gens appuient davantage la conservation. Donc, une fois que les résultats ont été récoltés par la firme de sondage, la firme a attribué un facteur de pondération à chaque répondant en fonction du dernier recensement. C'est comme ça qu'on s'assure que nos résultats sont représentatifs de la population et le facteur de pondération a été considéré dans toutes nos analyses. Certaines de nos questions avaient des échelles de Likert à 6 points. Comme vous voyez ici, on les a transformées en 3 catégories, oui, neutre ou non pour les analyses. C'était plus facile comme ça un petit peu. On a, on a réalisé des régressions logistiques pour analyser les réponses données aux questions. On a analysé ça en fonction de variables explicatives. Donc, l'idée, c'est de voir si un répondant se positionne dans certaines de ces variables-là explicatives, est-ce que ça influence sa façon de répondre aux questions. Donc, on avait le sexe, l'âge, l'éducation, la région de résidence et l'appartenance au secteur forestier, minier ou récréo-touristique. Je vous rappelle qu'on avait demandé aux répondants de déclarer s'ils avaient une appartenance avec ces secteurs-là. On a obtenu des résultats super importants pour l'âge et l'éducation, super intéressant, je veux dire, pour l'âge et l'éducation, mais par manque de temps, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails au niveau de ces effets-là aujourd'hui. On va surtout focuser sur l'effet de la région de résidence et du secteur forestier dans la présentation. Passons aux résultats. Moi, j'aime ça expliquer un peu à l'avance ce que vous allez voir. Donc ici, je vous mets un exemple fictif que vous allez voir dans les prochaines diapos. C'est un diagramme radar. Donc, par exemple, ici, ça représente une question que je pourrais poser au répondant. Les choix de réponse qui étaient donnés au répondant sont autour du graphique. Et ce que vous voyez, dans le fond, c'est qu'il y a un polygone de couleurs qui se positionne dans le graphique. Ça, c'est le profil d'un type de répondant. Donc ici, ça serait le profil général. Ça serait comment les 1398 répondants ont répondu. Plus on est éloigné du milieu, plus la proportion de répondants ayant choisi cette option-là est importante. Par exemple, ici, le choix de réponse 1 qui est vers le haut du graphique, à peu près 21%, disons, du profil aurait choisi ce choix de réponse-là. À cela, on va ajouter deux autres profils. En orange, c'est le profil si j'extrais seulement les personnes qui vivent dans les régions avec caribou. Et en jaune, ça serait le profil des gens qui ont déclaré avoir un lien direct ou familial avec la foresterie. Si vous voyez une flèche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, mais si vous voyez une flèche jaune en fait, si vous voyez une flèche proche des choix de réponse avec une étoile, avec une ou trois étoiles à côté, la flèche peut être vers le haut, vers le bas. Ça montre un effet significatif de la couleur du profil. Je dois le dire encore, si je ne l'ai pas déjà dit, en fait, je pense que je ne l'ai pas dit, mais attention, les profils ne sont pas comparés entre eux ici. On regarde si le fait d'appartenir à un profil influence la probabilité de choisir une réponse dans les choix de réponse donnés. Donc, première question que je vous présente aujourd'hui, qu'on a posée aux répondants, est-ce que le rétablissement du caribou est important pour vous? Si on regarde d'abord le graphique, tous les profils se superposent, donc il n'y a pas une grosse surprise. Il y a une surprise ici dans le sens que on ne s'attendait peut-être pas à ça, mais donc tous les profils semblent similaires. Profil général a dit oui à 72%, région avec caribou, oui à 68% et foresterie, oui à 71%. Donc, c'est quand même, ça supporte quand même le premier sondage qu'on a fait où on avait obtenu plus de 80%. Ici, la faible baisse pourrait justement être due au fait qu'on est plus en région un peu, notre échantillon contient majoritairement des gens en région rurale. On avait exclu les grandes villes. Donc, ça pourrait s'expliquer comme ça, selon la littérature. Deux choses très intéressantes, par contre, le pourcentage de désaccord, donc ceux qui ont répondu que ce n'était pas important, est plus faible que 5% dans tous les profils. Et la proportion de réponses neutres était aussi très élevée,
Donc, plus de 21% dans tous les profils. Ça, on va revenir beaucoup sur les neutres. C'est quelque chose qui m'a frappé. Je ne m'étais pas personnellement attendu à avoir autant de neutres dans les réponses. Mais on va y revenir. Une autre question. Quelles mesures d'aménagement pour le caribou sont acceptables? Donc, vous avez autour du graphique une gamme, une diversité de mesures d'aménagement qui pourraient être utilisées pour rétablir les populations de caribou. Donc, on voit à première vue les profils, les polygones de couleurs se comportent à peu près de la façon similaire. Il y a des petites différences aux extrémités. Selon le profil général, la plus forte acceptabilité, c'est au niveau de la réduction du taux de perturbation industrielle. Ici, on parlait de mines et de foresterie et la réintroduction de caribous provenant de d'autres populations à 66%. Parmi les plus faibles acceptabilités, les mesures avec les plus faibles acceptabilités, on a la baisse d'orignaux. Donc, on pourrait gérer les orignaux pour mieux gérer les loups, qui est un prédateur du caribou. 25% seulement d'acceptabilité. En fait, dans tout le sondage, c'est cet élément-là, c'est les orignaux qui ont eu la plus faible acceptabilité de tout le sondage. L'enclos, un taux de support, utilisation d'enclos, un taux de support de seulement 32%. Et la baisse des loups, 45% seulement de support. Ça, on pouvait s'attendre à ça. D'habitude, la gestion des prédateurs n'est pas associée à une très haute acceptabilité sociale. Et vous voyez que le fait d'habiter en région avec caribou avait une influence sur la probabilité des gens à moins supporter certaines des activités comme la réduction des activités industrielles, la réduction des activités de récréation, la réduction de récolte de bois et la fermeture des chemins. Une autre question. Est-ce que les impacts socio-économiques de la conservation du caribou sont acceptables pour vous? Vous voyez les grands domaines d'impact autour du diagramme radar qu'on a demandé aux gens. Évidemment, on ne pouvait pas les chiffrer. On a décidé de ne pas les chiffrer, de donner, par exemple, un nombre de pertes d'emplois ou de valeur économique. Pourquoi? Parce que notre sondage était à l'échelle de la province. Donc, parler de chiffres pour la Côte-Nord, ben, ça ne va pas nécessairement être très significatif pour quelqu'un au nord du Québec ou en Estrie. Donc, on voulait garder ça à une échelle plutôt globale au niveau des grands domaines d'impact socio-économique. Les éléments qui ont, encore une fois, les profils se comportent de manière quand même assez similaire dans le diagramme radar. Plus forte acceptabilité, c'est la réduction d'accès aux sites de chasse et pêche. 58% seulement acceptent cet impact socio-économique-là. Et la plus faible acceptabilité, c'était au niveau de la perte d'emploi en foresterie, 28%, et l'impact sur le secteur forestier, 37% des gens seulement appuient ces éléments-là. Ici, on n'a pas de détecté d'effet vraiment significatif des régions ou de la foresterie. Cependant, je vous montre ici le taux de support, mais si je vous montrais le taux de réponse non, donc des gens qui trouvent ça inacceptable, en gros, le fait d'habiter en région caribou avait tendance à augmenter les probabilités de sélectionner non comme réponse plutôt que oui. Une autre question quand même intéressante, est-ce que le caribou et les retombées écologiques de sa conservation sont plus importants pour vous que les impacts socio-économiques que sa conservation peut apporter? 35% des gens ont répondu que le caribou et les retombées écologiques sont plus importantes pour eux. 11%, c'est les impacts socio-économiques qui sont plus importants pour eux. Et 54% ont jugé que c'était égaux. Si on additionne le 35 avec le 54, ça nous donne que 89% des gens qui ont répondu au sondage considèrent que le caribou et ses retombées écologiques sont minimalement égales ou plus importantes que les impacts économiques. Donc, ça montre encore quand même qu'il y a beaucoup de reconnaissance envers l'importance du caribou. Et encore une fois, ici, on avait des effets significatifs. Donc, le fait d'habiter en région avec caribou diminuait la probabilité de sélectionner soit que le caribou était égal ou plus important que les impacts. Dernière question que je veux présenter les résultats aujourd'hui, c'est est-ce que la création d'emplois et de retombées économiques dans des secteurs d'activité autres que la foresterie est acceptable pour remplacer les pertes encourues dans le secteur forestier? Est-ce acceptable? 66% étaient en accord, seulement 7% de désaccord, donc très faible désaccord. Encore une fois, regardez le nombre de neutres qui dépasse le 20% dans tous les profils. On va revenir sur ces neutres-là plus tard et pas d'effet significatif des facteurs région et foresterie. Évidemment, on avait 15 questions dans le questionnaire. On m'a demandé de faire une présentation de 30-40 minutes. Là. Je ne peux pas passer toutes les questions. On avait des questions sur l'augmentation des aires protégées dans la forêt commerciale. On avait des questions sur la réduction de la possibilité forestière
pour stabiliser l'industrie forestière en fonction des changements climatiques, des feux, des épidémies, etc. On avait des questions sur les différentes activités économiques qui pourraient être utilisées pour créer des emplois, pour stimuler l'économie en région. Je peux pas présenter ça. Il y a un article qui est présentement, un article scientifique qui est présentement soumis à une revue. Évidemment, tout ça va contenir, il va y avoir bien du stock dans cet article-là. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser tout à l'heure ou à me communiquer avec moi si vous voulez des chiffres plus précis. Là, je vous communiquer avec moi par courriel et ça va me faire plaisir de partager certains résultats. Donc, regardons un truc. Si là, je prends les 15 questions qu'on a posées aux gens, puis là, vous allez devoir me faire confiance parce que je ne vous ai pas présenté les résultats au complet, mais comment les différents profils se comportent là, quand on fait un petit peu un résumé de tout notre sondage. Bon, les répondants généraux, les 1398 répondants, en général, supportent le caribou, donc ils veulent son rétablissement. Ils vont accepter les mesures, mais ils expriment des préoccupations sur les impacts. Oui, même quelqu'un qui n'habite pas en région caribou a quand même émis des préoccupations. Euh, les répondants en région Caribou, eux, ils vont démontrer un peu moins de sport, ils vont exprimer davantage de préoccupations sur les impacts concernant l'économie régionale et les pertes de retombées locales et de qualité de vie. Quand je parle de qualité de vie, c'est par exemple l'accès au territoire, les avantages de vivre en région, l'accès au territoire, l'accès à des sites de chasse et pêche, etc. Le répondant en foresterie, lui, peu importe où il se trouve, il va faire part de plus grandes inquiétudes concernant les pertes d'emplois en foresterie et vers un changement dans l'utilisation des terres forestières vers d'autres vocations. Un aspect qui était intéressant qu'on n'avait pas prévu, c'était que les répondants en foresterie, peu importe où ils se trouvent au Québec, en Estrie, sur la côte nord, capitale nationale, peu importe, ils vont tendance à être solidaires, c'est-à-dire à répondre de la même manière que quelqu'un qui est dans les régions avec caribou puis qui pourrait vivre des impacts plus directement. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, qu'est-ce que ça mange en hiver de l'acceptabilité sociale? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi la prochaine étape? Ben, d'abord, notre étude est intéressante du point de vue qu'elle vient quantifier la problématique. Je vous disais d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les habitants des régions appuient le caribou ou pas? Ben, nous, on vient le quantifier. Donc, ce qu'on a détecté, c'est que les gens des régions et même les forestiers qui ont participé à l'étude ne présentent pas d'opposition à la conservation du caribou. Oui, ils ont exprimé des préoccupations, mais ils ne sont pas opposés. Ils ont une ouverture à la conservation et ils reconnaissent les bénéfices aussi de la conservation. Alors, des résultats comme ça d'une enquête d'acceptabilité, ça peut informer sur la légitimité, la faisabilité et la durabilité des actions de conservation. Si on prend certains éléments, par exemple, est-ce que d'utiliser la réduction des populations d'orignaux serait une idée au Québec? Ben, la légitimité et la faisabilité de ça en fonction de l'acceptabilité publique est peut-être pas très élevée, donc peut-être pas une bonne idée. Est-ce que l'utilisation d'enclos est une solution durable en fonction de l'acceptabilité? Non plus. Donc, il y a certains éléments comme ça qu'on peut venir analyser, évidemment, venir renforcer ou pas leur utilisation comme mesure de conservation. Aussi, ben, des résultats d'acceptabilité sociale comme ça peut donner une petite tape dans le dos quand on a une forte acceptabilité, quand on vient montrer que l'acceptabilité est au rendez-vous aux autorités. Donc, une tape dans le dos aux autorités pour venir dans le territoire et faire des mesures de conservation, surtout dans des contextes où il y a des communautés locales qui peuvent être affectées. Mais je vous dirais l'aspect le plus important, dans le fond, la recommandation la plus importante qui peut découler de notre étude, c'est le changement de narratif dans les médias. Je vous ai montré aussi tantôt certains, ben, on les reprend ici, là, certains titres de journaux. Donc, oui, l'enjeu de la conservation du caribou est souvent cadré négativement dans les médias. Et ce que nos résultats suggèrent, c'est que les gens quand même supportent le caribou, mais surtout en région, ils ont des préoccupations avec caribou, ils ont des préoccupations par rapport aux impacts. Donc, ce que nous, on suggère, c'est d'arrêter de débattre dans les médias. J'encourage vraiment les journalistes, les scientifiques, les communautés autochtones, les organismes de conservation à changer de débat. Arrêtons de parler de cause du déclin. Arrêtons de parler d'essayer de chiffrer des impacts économiques puis d'avoir le chiffre le plus haut ou le plus bas possible. Transférons le débat vers un autre aspect complètement différent. Parlons des solutions. Parlons de comment on va créer de l'emploi, comment on va diminuer les impacts appréhendés.
la stratégie de communication avec les gens en région caribou, dans les médias, devrait tourner autour de ça. Alors que dans les régions sans caribou, où comme l'idée de la conservation est beaucoup plus comme acquise, on va le dire comme ça, ben là, on pourrait focaliser sur d'autres aspects, comme par exemple les bénéfices de la conservation, le stockage du carbone amené par plus d'air protégé, l'adaptation, l'atténuation des changements climatiques. Donc, changer un peu le narratif pour le rendre un positif, mais venir rassurer et venir répondre aux préoccupations des gens. Et notre sondage est vraiment bon, je pense, pour montrer sur quoi il faut travailler dans nos communications avec le caribou. Fait pas si anodin que ça. La semaine passée, on voyait dans la presse un article qui parlait de la fameuse stratégie caribou mise de côté où Québec prévoyait 15 aires protégées. Si on scrolle un petit peu dans cet article-là, j'ai souligné des passages croustillants pour vous. On se rend compte que dans cette stratégie-là, on avait un plan pour atténuer les impacts de la conservation. On avait des nombres d'emplois qui seraient créés avec des mesures de mitigation, des besoins budgétaires. Selon notre étude, c'est exactement ce qu'on a besoin. C'est ça qu'il faut publiciser, c'est de ça qu'il faut parler. Maintenant, on va convaincre les gens, on va booster notre acceptabilité sociale avec ce genre d'éléments-là. C'est ça, je pense, c'est de ça qu'il faut discuter maintenant dans les médias au sujet du caribou. Euh, Dernière chose que je veux parler avant de passer au volet 2, nos fameuses réponses neutres. Je ne m'attendais pas du tout à avoir des neutres comme ça dans nos choix, dans nos réponses. Souvent, les réponses neutres dépassaient 20% du nombre total de répondants. Les réponses neutres étaient tout le temps plus élevées que le pourcentage de désaccords. Même pour les pertes d'emplois en foresterie, on avait beaucoup plus de neutres que de désaccords. Même pour les pertes de retombées économiques de la foresterie, presque deux fois plus de neutres que de désaccords. Les neutres, c'est des gens qui ne veulent pas se commettre. Donc, ils ne veulent pas dire oui, ils ne veulent pas dire non, et ils ont choisi de ne pas cocher l'option de ne pas répondre. Donc, c'est vraiment des gens qui hésitent. Pourquoi ils hésitent? On ne le sait pas. C'était pas l'objectif de notre étude de trouver ça. C'est un résultat qui vient, qu'on n'avait pas vu venir. Cependant, on peut émettre des hypothèses. Ça peut être des gens que leurs valeurs centrales ne sont pas dépassées. Ils vont, ils vont vraiment, ils trouvent que le caribou est important, mais ils comprennent qu'il y a des impacts. Donc, ils ne veulent pas prendre position. Ça peut être des gens qui se sentent pas assez informés, ou ça peut être des gens qui sont confus par rapport à différents narratifs conflictuels qu'il peut y avoir dans la littérature, dans les journaux, dans les articles de médias concernant le caribou. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prochaines étapes, les prochaines actions dans le dossier Caribou pourraient avoir une influence importante sur l'acceptabilité sociale. On pourrait faire balancer ces neutres-là du côté oui ou du côté non. Et c'est là que nos résultats deviennent intéressants. Peut-être ces neutres-là, comme j'ai dit, ne veulent pas dire oui, ne veulent pas dire non parce qu'ils supportent le caribou, mais ils n'aiment pas les impacts. Venons résoudre les fameux impacts. Venons rassurer ces gens-là. Venons répondre à leurs préoccupations. Arrivons avec un plan. Et je pense que c'est en faisant ça dans les médias, en publicisant ce genre de choses-là, qui va venir que si ces neutres-là viennent du côté positif, imaginez, on aurait plus de 90% d'acceptabilité sociale pour le caribou. La plupart des mesures seraient à 80, la plupart des questions qu'on aurait posées tomberaient dans le 80% du support et même plus. Donc, imaginez ça, et imaginez en plus si on vient aussi convaincre les faibles taux de désaccord, on aurait une acceptabilité sociale très élevée dans le cas du caribou. Maintenant, passons au volet 2. Je vous rappelle, priorisation spatiale, l'idée de faire de la planification pour la conservation du caribou dans une manière qui va réduire, si possible, les impacts sur la foresterie. Alors, on a étudié deux hardes dans le cadre de cette étude-là. Par manque de temps, je vais focuser sur la harde du Pipmoacan, donc celle qui est entourée en rouge. C'est sur la côte nord. C'est une harde qui est perturbée à plus de 75%, là. Donc, elle est très loin du 35% pour considérer qu'il y a 60% d'autosuffisance de la population. On est très, très loin. C'est un territoire d'à peu près 19 000 km². D'abord, on a divisé le territoire en hexagones de 100 hectares. Ça fait à peu près 19 000 unités hexagonales dans le territoire. Donc, c'est notre maille sur lesquelles on va faire notre priorisation. Ici, je vous donne un portrait très bref là, de quoi ça ressemble un peu le territoire de la Harde. Donc, on a à peu près 6% d'aires protégées. C'est les polygones verts dans la carte.
on a à peu près ce qu'on a calculé 3,7% de perturbations, ce qu'on va appeler permanentes, là, des routes asphaltées, des infrastructures, euh, des lignes électriques, donc des éléments qui sont assez permanents dans le territoire, qu'on ne pourrait pas dire du jour au lendemain, on vient puis on restaure une forêt, là. Et à peu près 90% du territoire est en brun, c'est des forêts publiques où on peut faire de l'aménagement forestier, là. En gros, on peut à peu près interpréter ça comme ça. OK, un aspect plus technique. Donc, notre priorisation spatiale, on le fait avec des outils que j'utilise depuis une quinzaine d'années dans mes recherches. Donc, des outils de planification systématique de la conservation. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Euh, Grosso modo, c'est une méthode pour planifier la conservation, mais on a des outils qu'on peut utiliser pour faire de la sélection, de la priorisation spatiale. Donc, par exemple, le logiciel Marksan ou son petit frère Marksan with Zones, qui est une extension qui nous permet de zoner le territoire. Donc, c'est un logiciel qui fait de la programmation linéaire. On va utiliser un algorithme heuristique, donc qui est proche de l'optimalité pour faire de la sélection, pour faire notre priorisation spatiale. Qu'est-ce que c'est de la programmation linéaire? Ben, grosso modo, le logiciel essaie de minimiser une équation. Il essaie de minimiser la somme totale d'une équation. L'équation, vous l'avez dans l'encadré un petit peu plus bas. Donc, il y a trois termes à notre équation. Il y a une somme de coûts, une somme de un terme relié à la connectivité du réseau et un terme sur l'atteinte des cibles de conservation qu'on a. À chaque fois qu'on a parti le logiciel, donc à chaque départ de la priorisation, on a fait faire 100 millions d'itérations et on a demandé au logiciel aussi de faire 100 solutions, donc 100 zonages différents à chaque fois qu'on pèse sur Run, qu'on l'a parti. Regardons un peu plus en détail là, les éléments qu'on a considérés dans le projet. Dans le fond, au niveau des coûts, ça, les coûts, c'est les éléments qu'on veut soit minimiser, soit maximiser, donc qu'on veut optimiser en quelque sorte. On a utilisé trois valeurs, trois données, la qualité d'habitat du caribou et deux valeurs qui représentent l'industrie forestière. Le terme connectivité, ça, c'est intégré à l'algorithme. C'est quelque chose qu'on peut calibrer pour avoir des aires protégées plus ou moins compactes, plus ou moins grandes. Donc, nous, on l'a calibré d'une façon où on pensait que ça représenterait les besoins du caribou. Ça agit comme une colle. Donc, ça garde les hexagones. Ça va sélectionner les hexagones qui sont proches l'un de l'autre et on peut faire en sorte aussi que ça sélectionne les hexagones qui sont près des aires protégées existantes. Finalement, nous autres, le terme entité ciblée, on a ciblé de la superficie. Donc, on voulait atteindre une certaine superficie du territoire en aire protégée, par exemple 20, 30, 40%. Donc, on disait au logiciel atteindre 30% du territoire en aire protégée. Je vous parlais des valeurs qu'on a utilisées en coût. Ben, on va les regarder plus en détail maintenant. D'abord, l'indice de qualité d'habitat, on l'a calculé avec le modèle de Leblon. On l'a actualisé dans le territoire pour des données de 2022. Ce que vous voyez sur la carte, plus c'est vert, plus l'habitat est bon pour le caribou. Évidemment, c'est subjectif parce que ça dépend de l'état de départ du territoire. Donc, on a utilisé cette valeur, cet indice-là de qualité d'habitat dans nos modèles, enfin dans notre priorisation, pour maximiser la quantité d'habitat, de la quantité et la qualité de l'habitat dans les nouvelles aires protégées qu'on va créer. Ensuite, nos fameuses valeurs forestières, c'est deux jeux de données qui nous ont été gracieusement donnés par le ministère des Forêts. D'abord, on a utilisé l'outil Caropère, où on a pu extraire le volume marchand actuel. Donc, en gros, c'est des mètres cubes par hexagone. Ce que vous voyez sur la figure, plus c'est bleu, plus il y a du volume. De l'autre côté, c'est un potentiel de création de valeur, donc c'est une valeur monétaire. Et là, dans le fond, grosso modo, là, si je résume très brièvement, c'est à peu près la valeur en argent qu'on peut espérer si on exploite la forêt à sa plus grande valeur. Et à ça, on soustrait les coûts, comme par exemple les coûts de transport, les coûts de construction de chemin, les coûts de récolte, les redevances, etc., etc. Donc, ça nous donne un potentiel final en dollars de création de valeur. Et ces deux valeurs-là forestières, on les a utilisées pour représenter les besoins de l'industrie forestière. Et l'idée, c'était de minimiser les pertes de ces valeurs-là dans la création de nos aires protégées. Qui dit priorisation spatiale va parler de scénarios de priorisation. Alors, ici, je vous présente les quatre scénarios. C'est les quatre colonnes, là, 1, 2, 3, 4, qu'on a testés dans notre planification systématique. Et la première colonne, c'est les différentes données
qui sont en input en quelque sorte, là, qui sont en entrée de ces scénarios-là. Comme vous pouvez voir, les scénarios sont classés en ordre de quantité de données qui ont été utilisées. Alors, le premier scénario, c'est un scénario connectivité seulement. On a cherché à créer des... Comme le caribou, c'est une bébite qui nécessite des grandes aires protégées connectées, ben, des grandes superficies connectées. On a réalisé un scénario où c'était seulement la connectivité. Donc, on essayait seulement de sélectionner du territoire, des grands pans de territoire connectés. Donc, c'est de la connectivité structurelle, évidemment. Ce n'est pas de la connectivité fonctionnelle ici. Euh, Deuxièmement, le deuxième scénario, caribou. Ici, on essaie de créer des grandes aires protégées connectées, mais en favorisant, en essayant de maximiser la qualité d'habitat à l'intérieur des nouvelles aires protégées. Le troisième scénario, forestier, lui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on essayait d'identifier les meilleurs endroits pour les valeurs forestières, donc les meilleurs endroits pour l'industrie forestière, et le territoire qui restait était utilisé pour faire des aires protégées, mais on avait quand même le besoin qu'elles soient connectées, donc qu'elles soient des grandes superficies, de grandes superficies. Le dernier scénario, conciliation, ça c'est notre scénario compromis. On avait toutes les données en entrée d'inclus. L'idée était de créer des aires protégées qui maximisent la qualité d'habitat tout en minimisant les pertes pour l'industrie forestière. Donc, on a utilisé Mark-Sand with Zones pour allouer de 20 à 90% du territoire en aire protégée. Pourquoi on est allé jusqu'à 90%? Évidemment, on voulait tester le plus loin possible, mais aussi parce que, bon, on n'est pas là pour débattre de ça, mais on sait que le caribou nécessite un maximum de 35% de perturbation pour être autosuffisant à 60%. Donc, on a testé quand même très loin pour voir ben, jusqu'où, c'est quoi les tendances dans nos résultats. Résultat, euh, d'abord, je le sais que c'est abstrait quand je parle d'algorithme, je le sais que c'est abstrait quand on parle de priorisation spatiale. Donc, d'entrée de jeu, je vous montre des cartes pour vous montrer à quoi ça peut avoir l'air sur une carte. Ce que vous voyez présentement, ce n'est pas les résultats de nos scénarios, c'est des sélections à la main et c'est à titre indicatif seulement. Prenons le temps de les regarder. À gauche, sélection de la meilleure qualité d'habitat. Ça ici, là, ce que vous voyez en mauve, c'est des nouvelles aires protégées pour atteindre 30% d'aires protégées dans le territoire du Pic-Mogan. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Excel, on a trié les hexagones en fonction, en ordre décroissant de qualité d'habitat. On a sélectionné les 30% des meilleurs. Ça donne ça. Donc, les 30% de meilleure qualité d'habitat, c'est ce qui est euh, ce qu'il faut pour atteindre, excusez-moi, ce qu'il faut pour atteindre 30% d'aires protégées, ce qui manque, dans le fond, avec le 6% d'aires protégées actuel, le 24% supplémentaire, c'est en mauve et c'est la meilleure qualité d'habitat disponible jusqu'à 30% du territoire. De l'autre côté, à droite, c'est l'évitement des meilleures valeurs forestières. Donc, ça, c'est l'inverse. Si on prend les meilleures valeurs forestières, on les trie en ordre décroissant, puis on prend les 30% des pires. Donc, les pires valeurs forestières, dans le fond, l'endroit qui sont les moins bons pour l'industrie forestière, puis qu'on les met en aire protégée, c'est le mauve que vous voyez présentement, juste pour l'atteinte de 30% de conservation du territoire. Donc, on peut comme ça, là, rapidement, dire que plus les cartes, plus le scénario va se situer à gauche, plus la valeur de la qualité d'habitat va être importante dans le réseau, plus on va être à droite, moins on va impacter l'industrie forestière dans notre zonage, dans notre création d'aires protégées. Plaçons quelques scénarios. Connectivité et caribou. Je vous rappelle que connectivité, l'objectif, c'était de simplement créer des grandes superficies connectées. Il n'y avait pas d'autres inputs. Pour le caribou, on ajoute la maximisation de maximisation de l'habitat en plus de la connectivité. Donc, on voit quand même que les aires protégées qu'on ajoute se ressemblent, mais elles ne sont pas exactement similaires, elles ne passent pas exactement à la même place. Il y a des différences. Pour le scénario forestier et le scénario conciliation, je viens de les ajouter, on voit quand même qu'il y a des différences aussi. C'est quand même les mêmes secteurs qui reviennent, mais le design fin, l'endroit où la ligne de l'aire protégée passe n'est pas la même. Il faut dire aussi du point de vue de la connectivité, c'est un paramètre qui est calibré. Donc, on pourrait diminuer ou augmenter sa puissance ou son effet dans le zonage. Maintenant, je veux aussi encore vous montrer comment interpréter les prochains graphiques avec un exemple fictif avant d'entrer dans les vrais résultats. Dans les prochaines diapos, vous allez voir des graphiques qui ressemblent à ça. Qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez en Y la variable qu'on va regarder, soit les coûts, soit les valeurs forestières ou la qualité d'habitat. Ici, je vous ai mis l'EQH, la qualité d'habitat.
En X, c'est le pourcentage de conservation qu'on a dans le territoire. Donc 20 jusqu'à 90%. Les deux lignes que vous voyez, meilleure sélection et pire sélection. Qu'est-ce que c'est? La meilleure sélection, le triangle, c'est si on prend un fichier Excel et on sélectionne les meilleures qualités d'habitat à chaque pourcentage de conservation. Donc, à 20% du territoire, c'est quoi notre meilleure qualité d'habitat, nos meilleurs hexagones jusqu'à 20%, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas avoir une meilleure qualité d'habitat dans nos aires protégées. Là, on ne peut pas être plus haut que cette courbe-là. À l'inverse, la courbe avec les losanges, qui est la pire sélection, on ne peut pas avoir pire. On a parti de la pire valeur d'IQH, puis on a sélectionné en ordre croissant jusqu'à l'atteinte de notre cible de conservation. Donc, on peut pas être en dessous de cette courbe-là. Ce qui fait que nos scénarios vont se trouver entre les deux courbes. J'ai ajouté des exemples fictifs ici, par exemple la courbe du scénario caribou et la courbe du scénario forestier, pour vous montrer qu'est-ce qu'on va regarder, quel élément il faut porter attention quand je vais vous montrer les vrais graphiques. D'abord, la flèche rouge vous montre l'amplitude entre la meilleure sélection et la pire sélection. Ça, là, c'est notre terrain de jeu. C'est l'espace, c'est ce que l'aire d'étude nous donne. On ne peut pas aller plus haut, on ne peut pas aller plus bas. Et bon, l'aire entre, disons, la distance entre les deux courbes va varier en fonction de l'aire d'étude. Et c'est notre terrain de jeu total. On peut pas avoir plus de compromis, on ne peut pas avoir plus de conciliation que ce qui est permis ici. Lorsqu'on regarde ensuite la même distance, mais entre les scénarios, la flèche jaune que vous voyez, ben ça, c'est notre compromis un peu plus réel. Donc, c'est vraiment l'espace de conciliation qu'on a lorsqu'on fait des scénarios qui sont adaptés un peu plus au caribou. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer. C'est l'aspect peut-être le plus important qu'il faut regarder. Finalement, on va regarder le point de convergence qui est encerclé en rouge, l'endroit où tous les scénarios vont converger, parce que ben, une fois que tout est convergé, au-delà de ce point-là, il y a plus de minimisation, il n'y a plus d'optimisation. Tout se rejoint, tout donne le même résultat au final. Et je veux vous dire, c'est très important, le scénario conciliation, il va se mettre quelque part, en fond, vous allez le voir, il va être positionné quelque part dans cet espace de flexibilité-là. Il faut savoir que le scénario conciliation, on ne l'a pas calibré, on ne l'a pas testé, on a simplement mis nos variables, puis on l'a roulé comme ça. Donc, sa position dans l'espace de conciliation n'est pas importante ici parce que ce scénario-là pourrait être calibré pour être plus proche du scénario caribou ou être plus proche du scénario forestier. Et c'est là la beauté de la chose, c'est qu'on peut le faire bouger. On a la liberté de le faire bouger. Donc aujourd'hui, dans ma présentation, regardez pas attentivement où se trouve nécessairement le scénario bleu, la ligne conciliation. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est vraiment l'espace de flexibilité qu'on a, la marge de manœuvre qu'on a pour concilier, pour atténuer les impacts. Donc, première question, ici, je vous mets le graphique avec les courbes des scénarios et on regarde la qualité d'habitat. Première question, est-ce qu'il y a un potentiel de conciliation pour l'habitat? Eh bien, oui. Si on regarde la flèche rouge dans le graphique, on a une différence entre le scénario caribou avec le scénario forestier. C'est quand même une bonne amplitude. Je vous rappelle que la ligne bleue, qui est le scénario conciliation, pourrait être n'importe où dans cet espace-là. Donc ici, l'idée, c'est est-ce qu'on accepte d'avoir un peu moins de qualité d'habitat pour éventuellement diminuer les pertes à la foresterie. Donc oui, il y a de la marge de manœuvre, oui, on peut bouger là-dedans. Là, évidemment, je ne rentre pas dans la question, est-ce que le scénario est-ce qu'on garde suffisamment de qualité d'habitat pour le caribou? Ce n'est pas un détail qu'on essayait de répondre dans le cadre ici de notre recherche. C'était une phase 1, voir si l'approche fonctionne et voir si on a une marge de manœuvre. Oui, on a une marge de manœuvre, donc pour la qualité d'habitat. Si on regarde la courbe conciliation, elle est à peu près située à un tiers, deux tiers plus proche du scénario forestier que celui caribou. Ça, d'après moi, ça s'explique directement parce qu'on avait deux valeurs forestières et une valeur caribou dans notre modèle. Donc, on a comme donné un poids deux fois supérieur à la foresterie, ce qui explique à peu près pourquoi dans tous nos résultats, le scénario conciliation est toujours un peu plus près du scénario forestier que du scénario caribou. Je vous le rappelle, je ne cognerai jamais assez sur le clou. La ligne bleue peut être calibrée pour se trouver n'importe où entre la ligne jaune et la ligne grise. Prochaine chose, quel est le point de convergence? Ben, à 60%, tous nos scénarios agglutinent dans un moton. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de 50% du territoire
on n'a plus vraiment de gain à faire de la priorisation spatiale. Attention, dans le PIP-Moyenne, ça pourrait être différent dans d'autres territoires. Donc, on n'a plus vraiment de gain. Pratiquement n'importe quel, juste la connectivité, juste connecter sans autres données, une aire protégée va donner sensiblement le même potentiel d'atténuation à l'industrie forestière que à ce moment-ci, là. Et finalement, une autre chose que je voulais apporter comme effet, la connectivité, le besoin de connectivité. Le fait que le caribou nécessite des grands espaces a un effet extrêmement important parce qu'elle nous fait perdre une grande flexibilité, un grand potentiel de compromis dans la création de nos aires protégées. Vous voyez un peu la flèche rouge, là, ça vous montre un peu le décalage entre ce que ça pourrait être versus ce que ça doit à cause de cette fameuse connectivité-là. Donc, elle vient nous menotter. Si le caribou était une espèce qui pourrait avoir plein de petits sites répartis un peu partout, on aurait beaucoup plus d'effets de flexibilité, disons-le comme ça, dans notre scénario, dans notre potentiel de compromis. Maintenant, je vous montre les valeurs forestières. Euh, Ici, c'est qu'on voit donc le volume actuel à gauche et le potentiel de création de valeur à droite. On se pose les mêmes questions. Est-ce qu'il y a un potentiel de conciliation pour ces valeurs-là? Pour le volume, oui. Si on regarde à gauche, la différence entre la courbe jaune caribou et la courbe grise forestier, on a un grand espace entre les deux. Je vous rappelle, un scénario conciliation pourrait se retrouver quelque part entre les deux, à l'endroit où on préfère. Ça demeure à être calibré. À titre indicatif, à 20 d'aires protégées, le scénario forestier avait 74 moins de pertes de volume marchand que le scénario caribou. Donc, on peut manœuvrer pour avoir moins de pertes et se rapprocher plus de caribou, ou en tout cas, bref, vous comprenez un peu l'exercice. Pour le potentiel de création de valeur, vous voyez que toutes les courbes sont comme déjà agglutinées là, en partant et qu'ils se suivent comme ça. Ça pourrait avoir l'air d'être un manque de potentiel de conciliation, mais ce ne l'est pas. En fait, je vous ai mis les petites cartes dans le bas de l'écran, là. Si vous regardez la distribution spatiale des meilleurs habitats pour le caribou et la distribution spatiale du potentiel de création de valeur, ils ne concordent pas très bien sur la carte, ils ne se chevauchent pas. Donc, ce n'est pas un manque de potentiel de conciliation, c'est qu'ils ne sont pas en conflit spatial finalement. Ils ne se chevauchent pas. Évidemment, entre guillemets, ça reflète l'état du territoire actuel dans le Pipmoacan. Si on avait un autre territoire, ça ne serait pas nécessairement le même résultat qu'on voit. Euh, Quel est le point de convergence? Ben, les scénarios convergent tous encore vers 60 du territoire. Donc, au-delà de 50, on n'a plus de gain pour minimiser vraiment les pertes à l'industrie forestière. Encore une fois, un gros effet du besoin d'ajouter de la connectivité dans nos réseaux de conservation. On perd encore une fois beaucoup de flexibilité, beaucoup de potentiel de conciliation. Et il y a encore un gros effet, évidemment, du fait qu'on a mis deux valeurs forestières et une valeur caribou dans nos scénarios. Comme je vous rappelle, on pourrait très bien calibrer ça pour rendre ça différent. Dernier résultat que je veux parler aujourd'hui avant de passer à une petite discussion. Euh, on a regardé la comparaison entre les scénarios. Donc, on a pris par exemple le scénario forestier, la carte du scénario forestier, on a pris la carte du scénario caribou, on les a mis un par-dessus l'autre et on regarde le nombre d'hexagones qui sont partagés entre les deux scénarios. Vous voyez ici sur la carte, il y a comme deux groupes, excusez-moi, sur le graphique, il y a comme deux groupes. Il y a d'abord un groupe qui est formé par les triangles blancs et les carrés noirs qui se situent déjà là, au tout début du graphique à 20 de conservation. Ils sont déjà à près de 80 de similarité. Donc, c'est des scénarios qui sont très similaires si on compare les cartes. Donc, quel site est choisi? À l'inverse, il y a quatre comparaisons de scénarios qui sont entre 40 et 20 de similitude à gauche du graphique et ça monte tranquillement. Pourquoi? Pourquoi on voit ça comme ça? Eh bien, c'est assez simple en fait, c'est que dès qu'on a des valeurs forestières dans un scénario et qu'on compare ce scénario-là à un scénario qui n'a pas les valeurs forestières, on obtient des scénarios qui sont extrêmement différents. Ce que ça veut dire, c'est que, un, les valeurs forestières ont une influence énorme sur la sélection de quelles unités dans le territoire vont être sélectionnées. Donc, si je traduis en aires protégées, ça a une influence énorme sur où les aires protégées vont être positionnées. Ça reflète évidemment l'état initial du territoire, mais aussi ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment bien choisir nos objectifs avant de se lancer dans la priorisation, parce qu'un scénario qui est concilié
donc où on essaie de minimiser l'impact sur la foresterie tout en favorisant le caribou, va être très différent sur la carte au final d'un scénario qui considère juste le caribou, par exemple. Donc, ça peut avoir des impacts, ça, par la suite. Donc, c'est important au départ de s'asseoir et de vraiment bien réfléchir quels sont les objectifs d'une priorisation spatiale et qu'est-ce qu'on va inclure dans nos modèles. Passons à une mini-discussion de ce volet-là. Donc, on a montré que notre approche semble quand même fonctionner. On montre qu'il y a un potentiel de conciliation, que même dans un territoire perturbé comme le Picmogan, il est possible de faire des compromis. Évidemment, l'idée, ça serait de calibrer tout ça. On a un plus fort potentiel pour minimiser les pertes à l'industrie forestière entre 20 à 50 du territoire. Donc, si on utilise par exemple des aires protégées strictes, ben, une priorisation spatiale comme on a fait serait une bonne idée pour minimiser l'impact de ces aires protégées-là. Évidemment, il faudrait s'asseoir avec des experts du caribou, l'industrie forestière, le gouvernement pour bien paramétrer, calibrer nos modèles. Au-delà de ça, la priorisation spatiale n'a plus vraiment d'effet pour le territoire du Picmogan, je le répète. Et au-delà de ça, ben, au-delà de cette superficie de territoire-là, de cette proportion de territoire-là, il faut envisager d'autres approches de conservation peut-être plus flexibles si on veut davantage ou continuer de diminuer les impacts sur l'industrie forestière ou d'autres parties prenantes dans le territoire. On pourrait utiliser de la restauration, employer les nouveaux outils comme des aires protégées d'utilisation durable. Et là, on jase, mais de peut-être avoir envisagé un zonage des utilisations dans le territoire. Euh, C'était une phase 1 à ce projet-là. Notre étudiant, Pierre-Alexandre, est en train de terminer son mémoire. On va essayer de soumettre un article scientifique dans cet hiver. Euh, mais moi, j'ai toujours vu ça comme une phase 1. L'idée, ça serait d'avoir éventuellement une phase 2 où on va calibrer notre fameux scénario conciliation. Mon souhait, ça serait de m'asseoir, d'avoir un projet où on peut s'asseoir avec évidemment des experts du ministère, des experts du caribou, des membres de l'industrie forestière et calibrer ce fameux scénario-là, calibrer notre connectivité, pouvoir utiliser les meilleures données qui représenteraient les besoins de l'industrie forestière, comme des investissements sylvicoles du passé, des données sur le caribou de meilleure qualité, comme les probabilités d'occurrence, des sites de mise bas, des connaissances autochtones. Donc, tout ça peut être inclus, tout ça peut être ajouté au modèle. Ensuite, intégrer les effets des changements climatiques sur la sélection des aires protégées. On sait, on peut, il y a des outils maintenant dans Marxan pour faire ça. La connectivité inter-arbre pourrait être aussi assez facilement ajoutée. Donc, il y a plein d'éléments comme ça que j'aimerais réaliser dans des phases subséquentes éventuellement. Donc, continuer à développer l'outil. Et aussi, j'aimerais ça ajouter des zones de restauration. Donc, identifier non seulement des zones de conservation, mais aussi ajouter clairement, d'identifier des zones où la restauration serait pertinente et serait jugée comme étant la meilleure solution à mettre en place à cet endroit-là. Évidemment, ajouter toute autre donnée pertinente sur les mines, l'activité touristique qui nous permet de mieux répartir nos activités dans le territoire. Donc, en conclusion, c'est ma dernière slide, là, je ne vais pas vous gaver avec des éléments de réflexion, mais dans le fond, on a montré le territoire, il y a de la flexibilité à faire des compromis, surtout pour l'atteinte de cibles de conservation là, de l'ordre de 20 à 50 je pense qu'on a intérêt à essayer du moins de s'asseoir et à essayer de réaliser des actions de conservation qui sont optimisées. Et du point de vue de l'acceptabilité sociale, elle est forte pour le caribou. On n'a pas vu d'opposition en région avec caribou, ni du point de vue des forestiers. Évidemment, comprendre ce qui influence l'acceptabilité sociale permet d'ajuster nos pratiques. Comme on a vu, les gens ont des préoccupations. Si dans les médias maintenant et dans les informations qui percolent du dossier caribou, qui arrivent aux citoyens, on parle maintenant des solutions à mettre en œuvre, comment on va créer de l'emploi, comment on va diversifier l'économie, comment on va répondre à leurs préoccupations et les rassurer, eh bien là, on pourrait convaincre nos neutres, convaincre nos personnes qui sont encore sceptiques d'aller vers encore bonifier, booster notre acceptabilité sociale. Et là, c'est pas juste une tape dans le dos qu'on donne aux autorités, mais un bon coup de pied dans le derrière pour dire, ben là, vous avez un petit peu la carte, vous avez la porte est ouverte devant vous pour venir faire les mesures qui s'imposent et les gens sont derrière vous. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Évidemment, je suis disponible pour des questions. Si vous voulez continuer la conversation de manière aussi indirecte, écrivez-moi un courriel. Vous pouvez facilement trouver mon courriel en ligne. Ça va me faire plaisir de continuer à répondre, de continuer à échanger avec vous, soit maintenant ou de manière indirecte. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup, Jérôme. Excellente présentation, excellent. C'était très, très vulgarisé, très intéressant. Moi, ce que j'en retiens, en tout cas, surtout pour le volet 1, c'est que on peut voir ça comme un défi, comme une source d'opportunité. Au final, le dossier du caribou, hein, ça peut amener des opportunités d'emploi, des opportunités de. euh, Bref, je tourne un peu en rond, mais on peut voir ça plus une opportunité que comme, disons, juste des défis. Ça peut être le fun, vous voulez les juste plat. Euh, je vais pas trop m'éparpiller puisque je vois qu'il y a énormément de questions. Ça va limiter un peu notre discussion entre nous deux, mais je vais aller directement aux questions juste pour, en premier lieu, juste pour, avant que les gens quittent, c'est les gens qui ont des obligations à 1 heure. La Ben, con- en passant, hein, si je suis ouais, pas capable de répondre à toutes les questions dans le temps qu'on a, là, écrivez-moi. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. exactement. Puis la conférence est enregistrée. Puis pour ceux qui ont manqué au début, on s'excuse, hein, il y a eu des problèmes avec la salle, la file d'attente au début. Tout est enregistré. Vous y allez avoir accès par la suite sur YouTube. Fait qu'on va aller directement aux questions. On va commencer avec Monsieur Pierre J.H. Richard qui demande si vous avez fait des comparaisons avec la Scandinavie et la Laponie. Comment ça se passe là-bas? Quelles sont les ressemblances et les différences? Je dirais d'emblée, du point de vue de l'acceptabilité sociale ou du point de vue priorisation spatiale, je suis pas sûr de manquer un petit détail à la question, mais en fait, non. On n'a pas encore eu le temps de se lancer là-dedans. Euh, je veux pas trop élaborer d'un côté ou d'un autre, là, mais on pourrait. En fait, non, on n'a pas fait ça encore. Merci. Ensuite, une question de Melissa Whittom qui demande si vous avez utilisé d'autres critères pour classer les répondants dans le volet 1. Fait que savez-vous si parmi les répondants, il y a des membres des Premières Nations, par exemple? Puis si oui, avez-vous vu une différence avec les réponses des autres catégories de répondants, que ce soit en région Caribou, de l'industrie, etc.? Oui, en fait, ben, je vais être très franc, là. Moi, au départ, je voulais avoir un échantillon qui contenait un minimum de Premières Nations, de membres des Premières Nations. Et puis, il fallait, avec la compagnie de sondage qu'on avait avec nous, si on voulait faire ça, il fallait faire des entrevues téléphoniques. Et là, les coûts explosaient du simple au quintuple. Donc, on n'avait pas le budget, malheureusement, pour le faire. Ceci étant dit, l'intérêt était là, l'idée était là. Mais à un moment donné, il a fallu prendre des décisions par rapport au budget de recherche et ben non. Ceci étant dit, on avait d'autres questions démographiques, comme sur la langue première, des choses comme ça. On a même la municipalité où les gens vivent, etc. Donc, on avait beaucoup plus d'informations précises, sans avoir les noms des gens, évidemment. Mais je crois qu'on avait peut-être une question démographique qui est par défaut avec la firme de sondage là, sur l'ethnicité. Et je crois qu'on pourrait aller peut-être rechercher, voir si on avait des Premières Nations. Là, mais comme c'était pas un des objectifs, on n'a pas essayé de pousser ça. Là. Tu sais, si on avait eu deux, trois membres des Premières Nations, on n'aurait pas pu dire que c'est leur opinion est représentative. Là. Sans réponse. Une question maintenant de Daniel Babin qui demande est-ce que la valeur est uniquement en fonction des revenus générés par la récolte de bois ou on tient compte des revenus d'autres activités comme la chasse et la pêche? Et ouais. Là, j'imagine, on parle de priorisation spatiale. Le potentiel de création de valeur, c'était vraiment récolte de bois seulement. Parfait. Puis mettons, Évidemment, allez-y. excuse-moi, dans un prochain exercice, on pourrait très bien ajouter, tu sais, sky is the limit, là. On était déjà là, c'était un très gros projet de maîtrise, juste avec ce que je vous ai présenté. On pourrait en faire éventuellement un projet de doctorat qui inclut beaucoup plus de choses. Mais non, on était limité dans le temps, dans le fait que c'est un projet de maîtrise, les données qu'on avait à ce moment-là. Mais éventuellement, si on avait ces données-là, oui, ça serait intéressant de tout rouler nos analyses avec de manière le plus exhaustive possible. Génial. Une autre question de M. Jérôme Pétier, une autre question que j'ai vue apparaître qu'on était plus dans la deuxième étude, qui demande si Modial tient compte des superficies forestières qui ne sont pas aménageables, par exemple les bandes riveraines, les pentes fortes, territoires enclavés, milieux humides d'intérêt. Est-ce que ces superficies ne sont pas considérées en aire protégée, mais qui ne sont pas considérées en aire protégée, mais sont tout de même non admissibles à l'aménagement forestier? Il finit avec une information, en fait. C'est demandant, ouais, ça. Oui, mais là, je vais peut-être parler à travers mon chapeau, là, le détail m'échappe. Je suis, nous, personnellement, on ne l'a pas considéré, mais je pense que dans Caropère, je pense que c'est peut-être considéré là, pour le volume marchand et il faudrait que je retourne lire les travaux sur la valeur potentielle, la valeur économique, mais peut-être c'est intégré aussi là. Euh, nous, personnellement, on les a pas, on n'a pas ajouté ces aspects-là parce qu'on travaillait avec des hexagones de 100 hectares, là, donc on agrégeait les valeurs dans les hexagones de 100 hectares. Donc le fin détail, disons, n'avait pas vraiment d'importance parce qu'au final,
la valeur forestière, le volume marchand d'un peuplement, on agrège ça à l'échelle de l'hexagone de 100 hectares. Donc, si les bandes riveraines ont été exclues, ben, on n'ajoute juste pas ces valeurs-là lorsqu'on agrège, là. Merci Jérôme. Maintenant, une autre question, toujours dans la deuxième étude de Mélodie Lioré qui demande, ou plutôt commence par une information, l'évaluation du potentiel de compromis est réalisée avec la situation actuelle. Maintenant, la question, serait-il possible de faire de nouvelles simulations avec des ports de forêt restaurés pendant 10, 20 ou 30 ans? Oui, oui, oui. En fait, si on a la donnée, si on a la donnée, par exemple, une donnée d'évolution de la forêt dans le temps, dans le fond, il manque juste la donnée. On peut faire ce qu'on veut, c'est tant qu'on a la donnée. Maintenant, André Gilbert, ça va bien. André Gilbert, qui commence aussi par une formation, disons que l'aspect de recherche de compromis entre la foresterie et la protection du caribou forestier est intéressant et assez nouveau. Pour la foresterie, les analyses de compromis supposent une bonne connaissance des facteurs d'influence socio-économique de la foresterie. La question, quelles ont été les validations faites auprès des acteurs forestiers pour identifier ces facteurs? Est-ce que les impacts sur la positivité forestière ont été évalués et comment? Non. En fait, comme je disais, nous autres, c'était ce qu'on propose là. Quand Pierre-Alexandre présentait ses résultats, il y avait une slide qui fait, si je me rappelle bien, je l'avais conseillé de faire une slide qui disait attention. Donc, c'était juste écrit attention. Et là, pourquoi attention? Parce que quand on présente des cartes puis des résultats comme ça, des fois, c'est pris au premier degré dans le sens que c'est comme une recommandation d'aménagement ou il faut faire ça sur le territoire. Nous, c'était une phase exploratoire. Donc, l'idée n'était pas de faire, de proposer une aire protégée et de dire au ministère, c'est ça que vous devez faire. C'est pas ça. L'idée, c'était de développer une façon de faire, une approche. Je ne l'ai pas présenté, mais il y a des détails méthodologiques qu'on a développés au cours de ce projet-là qui ne sont pas la façon de faire habituelle pour qu'on obtienne des meilleures optimisations. Donc, tu sais, il y a des détails comme ça qu'on a. Ce que je vous ai présenté, c'était vraiment une phase 1, une preuve de concept. Une fois que la preuve de concept est faite, ben là, justement, moi, j'ai été clair avec ça. Assoyons-nous ensemble, industrie, gouvernement, experts caribou, puis dites-moi quoi mettre dans ma priorisation, c'est quoi la meilleure donnée pour vous représenter. Refaisons rouler le modèle, faisons des allers-retours, parce que ce qui est le fun avec ces outils-là, c'est que tu pèses sur le piton, dans 5 minutes, tu as ton résultat, change un paramètre, dans 5 minutes, tu as un autre résultat. C'est fait pour faire ça. Donc, moi, c'est ça mon souhait, là, c'est que là, le concept fonctionne, notre approche fonctionne. Maintenant, il reste à la calibrer pour représenter, pas juste les besoins du caribou, mais pour représenter vraiment l'industrie forestière ou d'autres activités économiques sur lesquelles la conservation pourrait avoir des impacts. Mais André, je comprends ta question, puis tu sais, ce serait mon souhait dans la prochaine étape. On pourrait le faire à grande échelle, à petite échelle, dans l'échelle d'une ART, à l'échelle d'une UA, à l'échelle d'une région. Tu sais, tant qu'on a la donnée, dites-moi que- dites-moi quelle donnée vous représente le mieux. On l'intègre, on la roule, puis on calibre ça ensemble. Parfait. Une question de Martin Leclerc sur la même ordre d'idée que la question de Mélodie Liorek qui demandait si on pouvait aller voir plus dans le futur, 20, 30 ans. Et serait-il possible de faire le même exercice avec une carte de départ de 2000 au lieu de 2022? Est-ce que le scénario de convergence sera à des niveaux de conservation plus bas que ce qui est observé maintenant avec des cartes de départ de 2022? Oui, ben moi je pense, en fait, je vous ai pas présenté le résultat pour la harde Outarde, mais dans Outarde, le taux de perturbation est beaucoup plus faible, on a plus de qualité d'habitat, on a des résultats quand même très différents. Donc, pour éviter que la présentation se prolonge de 20 minutes, là, j'ai pas présenté l'Outarde. L'Outarde. Cependant, dans le mémoire de Pierre-Alexandre, dans l'article qu'on va publier, les résultats seront là. Donc, si je fais un peu de surf sur le fait que, bon, dans une harde qui est moins perturbée, on a des résultats quand même différents. Le contexte du territoire est différent. Oui, je pense que si on remonte, par exemple, j'oublie là, depuis c'est quand tu sais, le Pipmoacan a été l'industrie forestière est passée dans le Pipmoacan en quelque sorte, là. Donc, je ne sais pas entre quelles années ça m'échappe. Mais donc, si on remontait, par exemple, avant ou en plein milieu du moment où il y a eu des coupes, probablement que le potentiel de conciliation, les résultats seraient extrêmement différents. Euh, c'est sûr qu'on peut assumer que nos résultats sont
sont extrêmement influencés par l'historique passé des interventions dans le territoire parce qu'au final, c'est le leg de qu'est-ce qui reste comme habitat, qu'est-ce qui reste comme volume, qu'est-ce qui reste comme, où sont le potentiel. On le voit au PIPMOCAN, j'ai pas présenté ça, mais on a regardé la corrélation entre le volume et le potentiel de création de valeur. Et ils sont pas très, très corrélés, là. C'est-à-dire que les endroits où il reste du volume, c'est pas les endroits qui créent le plus de valeur pour la foresterie à terme, à moyen long terme. Euh, Dans le passé, si on remonte de 100 ans, ben, c'était peut-être pas le cas, tu sais. Fait que, oui, la priorisation, c'est ça un peu le problème en conservation, c'est qu'on on utilise une photo du territoire pour planifier notre conservation, mais il faut savoir qu'une fois qu'on met quelque chose en conservation, ben, le territoire va continuer d'évoluer. Donc, ce qu'on conserve peut s'améliorer. Et si on attend pour planifier la conservation de 20 ans, ben, le territoire peut se dégrader, peut s'améliorer, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Donc, c'est toujours difficile, mais oui, on va obtenir des. Ça serait intéressant, en fait, de revenir peut-être dans le passé pour dégager des tendances. Par exemple, ben, justement, si on planifie dans un territoire moins dégradé, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, moi, j'ai déjà publié sur le timing de la conservation, là, puis ce qu'on voyait, ben, c'est que plus on attend, évidemment, plus on se tire dans le pied. Merci Jérôme. J'ai vu un petit pop-up apparaître dans la présentation. Sachez que toutes vos affirmations, toutes vos questions sont super intéressantes. Malheureusement, le temps est un facteur limitant. Et je l'aurais voulu toutes les passer, mais c'est sûr que je vais devoir malheureusement prioriser des questions que je juge plus d'intérêt pour tous. Évidemment, toutes les questions vont être envoyées à Jérôme. Il va vous répondre puis vous revenir avec des réponses. Si bien sûr il le souhaite. Euh, Oui. donc, maintenant, une question de Alexandre Lajeunesse qui demande: Merci Jérôme, c'est très intéressant en fait d'information. Nous devons définitivement mettre l'accent sur les solutions et leurs bénéfices. Selon toi, quels sont les éléments manquants pour passer à l'action? Ben, c'est un petit peu, encore une fois, du point de vue priorisation ou acceptabilité, là, j'hésite un petit peu à quel côté répondre, mais bon, allons-y un petit peu dans les deux. Côté acceptabilité, ben, tu sais, là, je pense que, comme j'ai dit, on vient prouver un peu qu'il y a une acceptabilité. Euh, c'est sûr qu'on ira, je pense qu'on ne peut pas aller de l'avant sans avoir des actions concrètes de mitigation. Puis je pense que on l'a vu là, je pense que le gouvernement là, des exemples en tout cas, a déjà travaillé là-dessus. Moi, je pense que ça reste il faut que ça soit publicisé. Donc, quand on aura des éléments concrets, faire basculer le débat sur comment aménager le territoire pour créer de l'emploi, créer de la diversité de l'économie, pour répondre aux préoccupations. De ce point de vue-là, je pense que c'est ça qui nous manque pour que ce soit concret. Du point de vue de la priorisation spatiale, ben là, un petit peu, c'est sûr que la balle n'est pas dans mon camp. Moi, je peux aider à prendre des décisions. C'est un peu là-dessus que mes recherches portent sur l'aide à la prise de décision. Mais tu sais, je peux montrer au gouvernement, aux décideurs, qu'ils ont peut-être l'accès à des outils qui leur permettraient de prendre des décisions plus éclairées ou qui pourraient raffiner leurs décisions, raffiner la conciliation. Mais en bout de ligne, je pense que c'est la volonté un peu politique là, qui doit être augmentée. Et ça, ben, peut-être que l'acceptabilité sociale pourrait un jour influencer. Tu sais, la politique est beaucoup influencée par l'acceptabilité sociale parce que les gens veulent. Évidemment, je suis pas sûr qu'il va y avoir une manifestation de 100 000 personnes devant l'Assemblée nationale à cause du caribou, là. Mais bon, si on a des études d'acceptabilité sociale comme ça qui continuent à montrer que c'est très fort, ben, ça peut donner le coup dans le dos qui ouvre les portes là, pour agir dans le territoire. Merci Jérôme. Mais maintenant, une question de Pierre-Olivier Boudreau qui commence par affirmer: est-ce qu'avec les résultats pour la population outarde, pour laquelle le taux de perturbation est plus bas, on peut conclure qu'il y a davantage de potentiel de conciliation de flexibilité d'une population pour laquelle le taux de perturbation est élevé? Ben, oui ou non. En fait, tu sais, je pense que dans le Pip-Moygan, présentement, ce qui nous sauve, c'est que le potentiel de création de valeur, donc les peuplements qui ont la plus grande valeur forestière à moyen long terme, ne sont pas là où on retrouve du volume, ben, on retrouve l'habitat présentement. Et un des problèmes, une des questions que Pierre-Alexandre et moi on s'est posé au tout début du projet, c'est est-ce qu'on fait bien de mettre à la fois le volume actuel qui représente un peu la valeur, je dirais, à court terme, et un volume potentiel qui représente à long terme dans le même exercice de planification. Parce que les deux, en tout cas dans le PIP-MOCAN, les deux se contredisent un petit peu spatialement, là, c'est-à-dire les deux ne se retrouvent pas au même endroit.
Euh, fait que, tu sais, bon, il y a un peu cet aspect-là. Excuse-moi, David, j'ai oublié un peu la question. Peux-tu me la. Je veux juste m'assurer de. Ma parenthèse revient sur la question, là. Oui, oui, pas de problème. Donc, c'est ça, ce qu'on peut conclure qu'il y a davantage de potentiel de conciliation, flexibilité d'une population, comme celle de la température de Tarde, pour lequel le taux de perturbation est élevé. Oui, OK, c'est ça. Puis Ouais. le problème avec Outard, c'est que dans nos modèles, on n'a pas forcé notre logiciel. Je recommence. Dans la population outarde, la population dépasse la limite nordique des forêts attribuables. Et au-dessus de la limite nordique, donc, il y a moins de perturbations, il y a pas de foresterie, etc. Donc, il y a quand même de la bonne qualité d'habitat. Dans notre modèle, nous autres, au départ, on s'était dit, vu que c'était une preuve de concept, et je vous rappelle, les cartes n'étaient pas destinées à être implantées sur le territoire, donc on n'avait pas forcé le logiciel ou demandé au logiciel de ne pas trop sélectionner au nord de la limite. Ce qui fait que nos résultats pour Outarde sont un peu, je veux pas dire biaisés parce que c'est pas biaisé, là, mais dans le sens on a une grande, on vient sélectionner ce qui est au nord de la limite nordique des forêts en premier, grosso modo, parce qu'il y a beaucoup d'habitats, puis il n'y a pas de valeur forestière parce que l'industrie forestière, il va pas. Donc, c'est pas mal à zéro. Alors, l'idée, là, ça serait fait que nos résultats pour Outarde sont un peu influencés par cette dynamique-là. C'est sûr que si on avait à refaire l'exercice, on pourrait facilement faire en sorte qu'on limite ce qui est sélectionné au nord de la limite nordique des forêts ou on fait juste pas d'air protégé au nord de la limite nordique des forêts, tout simplement. On pourrait très facilement faire ça, mais oui, effectivement, là, il y a vraiment des effets de l'état actuel du territoire et de la répartition des valeurs forestières, que ce soit le volume ou, euh, voyons, le potentiel de création de valeur. Mais effectivement, je pense que personnellement, quand le territoire est moins perturbé, euh, on n'a pas nécessairement moins de potentiel de conciliation parce que plus on va au nord, peut-être là, on perd un peu de potentiel. Ah ben, non, c'est pas vrai. Je pense que le potentiel est quand même là, peu importe où on se trouve, mais il faudrait faire des tests, refaire le test à Outarde sans la limite nordique des forêts, puis peut-être aussi aller s'étendre un peu plus dans d'autres arcs au Québec, là. Par exemple, aller au nord du Québec, au Saguenay. Donc, s'étendre un peu plus vers l'ouest et refaire l'analyse. Ça avance très vite. Ça fait déjà à peu près 15 minutes que nous sommes dans la période de questions. J'en propose une dernière, celle de Mamen Arous, qui demande, est-ce que dans votre démarche, vous avez pris en considération l'effet des incendies de forêt? Hmm, attends un petit peu. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Là, je le sais que je vais donner une réponse, puis Pierre-Alexandre va m'écrire plus tard, puis il va me dire que j'ai peut-être pas donné la bonne réponse. Euh, mais l'idée, ce qu'on voulait au départ, c'était on a une extension avec Marksan qui s'appelle Marksan with Probabilities. Puis ça permet d'ajouter des événements stochastiques à ta planification de la conservation. Donc, l'idée, c'est par exemple, si tu sais on pourrait ajouter facilement les feux de forêt, donc, et les effets des feux de forêt futurs. Donc, par exemple, si l'idée, tu dis, on veut protéger 30% du territoire, mais on a un risque de feu de X. Donc, dans l'optique d'avoir maintenant, je recommence. Mettons qu'on veut protéger tant de qualité d'habitat et qu'on a un risque de feu X, ben Marksan with Probabilities, le logiciel, lui, va venir nous optimiser notre réseau de conservation pour faire plusieurs choses par rapport au risque, là. Soit il va nous dire, ben, c'est pas 30% qu'il faut que tu protèges, mais il faut que tu protèges 34,7% de ton territoire ou de ton élément que tu veux maintenir à cause du risque de feu. Donc, si tu veux à perpétuité maintenir 30% dans ton territoire, tu es mieux d'augmenter ça à 34,7%, mettons. Là, je donne un chiffre complètement inventé. Puis une autre chose aussi qu'on peut faire avec Marxan, c'est par exemple qu'on veut éviter qu'un grand feu vienne brûler toute notre aire protégée caribou. Ben, on peut lui dire de séparer les aires protégées. Par exemple, on veut avoir 4, 8, 1000 aires protégées dans notre territoire et on peut leur donner, donc on peut calibrer des paramètres comme ça là, qui viennent un petit peu intégrer le risque de feu. Ceci étant dit, là, j'ai le cerveau qui va à 100 000 à l'heure, là, mais j'essaie de me rappeler si on a intégré les feux. D'une autre façon, évidemment, ça rentre dans les cartes des perturbations, là, dans l'IQH, il me semble. Les perturbations rentrent dans l'IQH, donc là, si ma mémoire est bonne, là. Donc on devrait en avoir tenu compte là pour la qualité d'habitat. Et évidemment, les feux sont indirectement aussi reliés dans les valeurs forestières, dans le volume actuel.
qui est probablement, bon, le volume qu'on voit aujourd'hui dépend aussi des feux qu'il y a eu dans le passé. Je vais regarder vite, vite, ça resterait une petite question rapide, disons. Mais comme je disais un peu auparavant, vos questions seront prises en note, seront acheminées à Jérôme. Euh, je pense que ça va être tout. En fait, je vais clore. En fait, j'ai quelques commentaires à faire, quelques messages en fait, avant de clore officiellement le Zoom. Mais je clôt la période de questions. Je veux remercier premièrement notre conférencier. Excellente présentation, très intéressant. Notre public également, pour votre présence, votre participation. Vous étiez pratiquement à 140, 150 personnes. C'est très bon. Merci beaucoup d'avoir été là. Le prochain webinaire, Tire-toi une bûche, est le 22 janvier prochain avec Monsieur Sylvain Jutras, professeur titulaire à l'Université Laval, webinaire qui va porter le titre Quoi de neuf en hydrologie forestière? Et j'espère que vous serez encore une fois présents en grand nombre. Et je me répète, mais cette conférence va être disponible sur YouTube. Le lien vous sera acheminé. Puis on s'excuse encore une fois pour la file d'attente au début. Donc, c'est tout. J'ai fini avec mes messages. Je ne sais pas si Jérôme avait un petit mot de la fin, mais je remercie tout le monde pour votre participation. Ben oui, merci à tout le monde, puis n'hésitez pas, hein, écrivez-moi s'il y a quelque chose, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci.